Alors, je profite des derniers moments de soleil pour faire ça. Mais tu verras pour la alors, on s'était arrêté à la question de la langue du contrat. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que vous pensez de ce critère? Est-ce que vous pensez que c'est un critère qui est intéressant, sachant que c'est le critère qui est privilégié, semble-t-il, par la jurisprudence, par les termes de Qu'est-ce que vous pensez de ce critère-là? Allez, un petit peu de controverse juridique. Là, c'est vraiment pas de connaissance, hein, c'est un avis. Ouais. C'est vrai, exactement. Si déjà au moment de la négociation, une partie a imposé le choix de l'un ou de l'autre, eh bien, ça va renforcer exactement les équilibres jusque dans la procédure parce que le procès lui-même va se passer dans cette langue-là. Donc c'est vrai que c'est un critère qui est un petit peu dangereux parce qu'en fait, à partir du moment où telle langue aura été choisie pour le contrat, c'est vrai qu'on risque de retrouver cette langue-là dans le procès. Et si jamais ça c'est le fruit d'un déséquilibre ou d'un rapport de force, le rapport de force va se perpétuer dans le procès. Ouais. Oui, madame, vous vouliez ajouter quelque chose? C'était ça? Peut-être qu'on pourrait imaginer de prendre la langue de la partie faible, mais encore faudrait-il identifier une partie faible. Mais si on arrive à identifier une partie faible entre les deux, dans un rapport de déséquilibre, peut-être prendre la partie de la partie faible parce que la partie forte aura la possibilité de se faire traduire et de prendre des avocats qui s'y connaissent dans cette langue. C'est vrai, c'est intéressant, c'est une application de l'idée d'interprétation in favorem sur la question de la langue. Alors j'ignore si c'est ce qui est pratiqué dans la réalité des choses, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer ça. Identifier la partie faible et puis opter pour sa langue dans l'idée qu'il faut avantager la partie faible ou corriger les équilibres en permettant au moins à la partie faible de bien faire son procès, la partie forte pouvant, en toute hypothèse, financer un traducteur, un avocat parlant la langue du procès. Ok, oui, c'est intéressant. Ouais. Moi, je pense que ça devrait être un indice et pas un critère unique en soi. Ok. Oui, un élément du faisceau d'indices, mais pas un critère prédominant. Pour les raisons qu'on a dites, je suppose. Oui, ok. D'autres idées? S'agissant du critère de la langue du contrat, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. C'est un critère qui est effectivement logique, on l'a dit, les parties sont suffisamment entendues dans une langue pour négocier, contracter. On peut imaginer qu'elles s'entendront encore suffisamment dans cette langue pour procéder. En même temps, on l'a dit, ça peut être le fruit d'un déséquilibre, d'un rapport de force, avec le risque de perpétuer le déséquilibre ou le rapport de force dans le procès. Et puis aussi, dans certains rapports économiques ou dans certains types de contrats, une langue va être la langue du contrat, par exemple en application de dispositions législatives locales, sans pour autant que les parties s'entendent ou se comprennent véritablement dans cette langue. Alors là, j'ai trouvé un exemple dans l'ouvrage de droit de l'arbitrage de Daniel Mingui. Une loi turque, semble-t-il, impose que les contrats internationaux rédigés avec des parties turques en Turquie soient rédigés en turc. Donc on a là voilà, une préférence qui est donnée pour la loi turque quand des contrats internationaux sont rédigés avec une partie turque en Turquie. Et cette prédominance de la langue turque vaut aussi pour la clause compromissoire. Donc là, on est dans une situation où on a des dispositions législatives locales protectrices, en fait, des parties locales, qui vont imposer une langue pour le contrat et aussi pour la clause compromissoire, avec donc éventuellement l'idée que ce serait la langue du contrat, la langue du procès, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et pourtant, c'est le contre-exemple c'est le contre-exemple parce que là, on a une loi nationale qui impose la loi turque, mais ça ne veut pas dire que le turc est une langue commune, une langue dans laquelle les parties se comprennent et pourront efficacement procéder. Donc, on a des exemples où
dans un souci de protection des parties locales, certaines lois imposent la langue nationale sans que cela corresponde à une loi commune, sans que cela corresponde à une langue dans laquelle les parties ont effectivement négocié, contracté, et sans que ça puisse être forcément la langue du procès. Alors on a certains règlements d'arbitrage qui ont une approche plus restrictive concernant les critères pour déterminer la langue de l'arbitrage. On a vu là les critères généraux, à la fois objectifs, subjectifs, la langue de l'arbitrage, peut-être la langue du contrat, la langue des actes de procédure, la langue des échanges entre les parties, la langue des parties, la langue des conseils, la langue des arbitres, etc. Je ne reviens pas sur tout ça. Mais on a des règlements d'arbitrage qui vont être plus restrictifs, qui vont imposer certaines langues pour l'arbitrage. C'est le cas par exemple du règlement CIRDI, le CIRDI étant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRDI. L'article 23 du règlement CIRDI prévoit que les langues officielles du centre sont l'anglais, l'espagnol et le français. Par conséquent, la langue de l'arbitrage doit être choisie parmi ces trois langues. Là, on voit les contraintes qui peuvent poser sur les parties en pratique. Si les parties optent pour un arbitrage CIRDI, donc un arbitrage réalisé sous l'égide de ce centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, l'arbitrage devra nécessairement être en français, en espagnol ou en anglais. Donc on a dit qu'on est là dans le monde de l'autonomie de la volonté, que les parties sont libres de choisir la langue de l'arbitrage, mais au titre des contraintes qui peuvent poser sur elles, on voit qu'en cas d'arbitrage institutionnel, l'institution impose parfois une langue, et c'est le cas ici. En pratique aussi, et malgré toutes ces précisions, tous ces critères, et parfois même un choix de langue qui est orienté par le règlement de l'institution d'arbitrage lui-même, le choix de la langue peut être délicat, on peut avoir des difficultés qui surgissent. Par exemple, quand le contrat comporte une table de traduction avec 2 colonnes, les termes utilisés en langue locale étant traduits dans une autre langue, par exemple l'anglais. Et ça, c'est ce qui peut arriver pour des contrats conclus, par exemple, dans des pays arabes ou dans des pays asiatiques. On peut assez couramment avoir, et aussi parce que ce n'est pas le même alphabet, une table de traduction avec un tableau et les termes ou notions du contrat en langue arabe, dans l'une des langues asiatiques, et en face, la traduction en anglais. Si on n'a pas dans le contrat, dans la clause compromissoire, un choix de langue qui est expressément fait, il peut être tentant de se référer à cette table de traduction pour avoir des indications sur la langue que les parties auraient voulu choisir. Et en même temps, c'est difficile de faire primer une langue sur l'autre parce que quand on a table de traduction, on a par définition 2 langues qui sont mises en vis-à-vis, sans forcément qu'il y ait hiérarchie entre les deux. Donc ça, c'est une situation qui peut se rencontrer en pratique. Un contrat rédigé dans 2 langues ou rédigé avec une table de traduction. Et ça, ce sont des éléments qui peuvent rendre difficile le choix de la loi, le choix de la langue de l'arbitrage. Aussi parce que la langue du contrat elle-même est douteuse, qu'on n'a pas une langue pour le contrat. Si une langue concurrente s'impose à côté de la langue de l'arbitrage, ou si on a une langue qui est choisie pour l'arbitrage, par exemple l'anglais ou le français, mais qu'on a quand même un nombre important de parties, de conseils, plutôt pas, mais de parties, de témoins, d'experts, qui vont être amenés à s'exprimer dans une autre langue que la langue de l'arbitrage. On a des aménagements qui sont prévus. Par exemple, le règlement CCI, dans son article 20, prévoit la possibilité d'envisager plusieurs langues pour la procédure, mais en pratique c'est rare. On a vu que le bilinguisme est exclu et c'est la même chose pour le plurilinguisme. Entre 2006 et 2010, alors ça date un peu, il faudrait voir des chiffres plus récents, mais ça permet quand même de donner une indication. On a eu seulement 55 procédures bilingues devant la CCI. Donc c'est assez rare. En pratique, il est courant de retenir l'anglais, c'est la langue du droit des affaires internationales. En
en 2019, 79% des sentences CCI ont été rendues en anglais. Et les 21% restants étaient essentiellement en français, espagnol, portugais. Donc on voit qu'on a quand même une langue qui domine, c'est l'anglais, avec 79% des sentences CCI rendues en 2019 qui étaient en anglais. Là aussi, il faudrait voir des chiffres un peu plus récents, mais ça permet de donner une indication. Et 21% des sentences restantes ont été rendues soit en français, soit en espagnol, soit en portugais. Donc on voit quand même une domination de ces langues-là, en tout cas s'agissant des arbitrages CCI. Le choix de la langue pour l'arbitrage peut aussi poser des difficultés logiques ou linguistiques si jamais l'arbitre n'applique pas le droit corrélé à la langue, si je peux dire. Par exemple, si c'est l'anglais qui est choisi mais que l'arbitre n'applique pas la common law, ou si c'est le français qui est choisi et que l'arbitre n'applique pas le droit français ou n'applique pas un droit de tradition civiliste, cela peut poser des problèmes logiques ou linguistiques dans le sens où il peut être difficile de traduire ou de transposer certaines notions, certains concepts d'une langue dans une autre. Enfin, on sait qu'on a des concepts du droit anglo-américain qui sont assez difficiles à transposer ou à traduire en droit français. Et donc si on a une absence d'harmonie ou un décalage entre le choix de la langue et le choix de la loi, cela peut poser des problèmes sur l'application du droit. Tout simplement parce qu'il faudra traduire les notions et concepts du droit choisi. Or, cette traduction emporte généralement une perte de sens. On peut s'éloigner du sens premier des concepts. Donc, comme l'anglais prédomine en matière d'arbitrage, cela peut aussi souvent s'accompagner d'une application préférentielle de la common law. Alors techniquement, si on s'intéresse maintenant à des questions plus techniques, est-ce qu'un recours est possible contre la décision du tribunal arbitral sur le choix de la langue? Mettons que les parties n'aient pas fait de choix de langue dans leur convention d'arbitrage. Je me dis la tête. Les parties n'ont pas fait de choix de langue dans la convention d'arbitrage. Les arbitres choisissent pour elles en appliquant par exemple le critère de la langue du contrat ou un autre critère ou un faisceau d'indices. Est-ce qu'une partie qui s'estimerait mécontente du choix de langue effectué peut exercer un recours contre la décision du tribunal arbitral sur la langue? En d'autres termes, est-ce que selon vous, la décision du tribunal arbitral sur la langue, est-ce que c'est une décision juridictionnelle ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Peut-être à l'image de ce qui se fait en procédure civile, c'est peut-être une... Enfin, c'est pas une mesure juridictionnelle. C'est l'autre catégorie. S'agissant des actes du juge, vous savez, on distingue les décisions juridictionnelles et les mesures d'administration judiciaire. Et donc effectivement, oui, il faut raisonner par analogie avec cette dualité-là. On a des décisions juridictionnelles susceptibles de recours et des mesures d'instruction judiciaire insusceptibles de recours. Et effectivement, la décision du tribunal arbitral sur la langue n'est pas juridictionnelle. C'est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un recours. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2013 parle d'ordonnance de procédure qui concerne l'organisation de l'instance. Bref, c'est ce qu'on appelle en droit processuel une mesure d'administration judiciaire. Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, les décisions du tribunal arbitral sur la langue ne sont pas des sentences, ne sont pas des décisions juridictionnelles. Elles ne tranchent pas le litige au fond. On est simplement en présence d'ordonnances de procédure qui concernent l'organisation de l'instance, que l'on appelle des mesures d'administration judiciaire. Alors on peut voir comment la question de la langue intervient concrètement dans le déroulement de la sentence arbitrale. La question de la langue, en fait, elle va s'exprimer un petit peu à toutes les étapes du procès arbitral. Et on peut reprendre ces différentes étapes pour voir à chaque fois comment la question de la langue s'exprime. Au stade de la requête, la partie demanderesse est libre de choisir la langue qu'elle souhaite. Le demandeur rédige la requête dans la langue de son choix. Si la convention d'arbitrage ne désigne pas de langue pour l'arbitrage.
Si la convention d'arbitrage désigne une langue pour l'arbitrage, évidemment, le demandeur devra rédiger sa requête dans la langue de l'arbitrage, dans la langue choisie dans la convention d'arbitrage. Donc là, on retrouve la dualité qu'on a vue tout à l'heure. Si on a un choix qui est fait dans la convention d'arbitrage, le demandeur doit se conformer à son choix et donc rédiger sa demande, sa requête dans la langue prévue. Si jamais la convention d'arbitrage ne désigne pas de langue pour l'arbitrage, le demandeur a le choix, peut décider de rédiger sa requête dans la langue qu'il veut. Et ça va déjà peut-être orienter le choix futur qui pourrait être fait par le tribunal arbitral si jamais il y a contestation. Quelles pourraient être les sanctions si jamais le demandeur ne respecte pas ce qui a été prévu, mettons, dans la clause compromissoire, et rédige sa requête, sa demande dans une autre langue que celle qui a été prévue dans la convention d'arbitrage? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme sanction? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Si le demandeur rédige sa requête dans une langue qui n'est pas la langue choisie par les parties, cette demande sera vraisemblablement irrecevable. On peut sinon imaginer, dans un esprit de coopération, que le tribunal arbitral ne déclare pas cette demande irrecevable, mais condamne le demandeur à payer, par exemple, des frais de traduction. En fait, tout dépend de savoir si la langue de l'arbitrage est douteuse dans la convention d'arbitrage ou pas. Si on a un doute, peut-être le demandeur sera-t-il condamné à payer des frais de traduction et la demande sera peut-être quand même examinée. En revanche, si on n'a aucun doute sur la langue de l'arbitrage à la lecture de la convention d'arbitrage, on peut imaginer tout à fait que la demande soit irrecevable. Et c'est ainsi, par exemple, que dans le règlement CIRDI, donc le règlement du Centre international sur le règlement des différents investissements, rappelez-vous, ce règlement prévoyait que la langue de l'arbitrage c'était nécessairement l'anglais, l'espagnol ou le français. Eh bien, le règlement CIRDI impose que la requête soit rédigée en anglais, en espagnol ou en français à peine d'irrecevabilité. Donc là, on a une continuité. On voit que quand la langue de l'arbitrage est très clairement désignée, soit dans le contrat, soit dans le règlement d'arbitrage, eh bien cela entraîne une irrecevabilité si jamais la langue n'est pas respectée par le demandeur. Règlement CIRDI, article 2, la requête est rédigée en anglais, en espagnol ou en français. À peine d'irrecevabilité. Donc ça, c'est au stade de la requête, au stade de la demande. S'il y a eu le choix doit être respecté. S'il n'y a pas eu le choix, la requête peut être rédigée dans la langue que le demandeur choisit. Mais si le choix de la langue fait par les parties ou la langue désignée dans le règlement d'arbitrage n'est pas respectée, on peut avoir une irrecevabilité, ou on peut avoir aussi, et ça c'est assez fréquent en matière d'arbitrage, une condamnation à payer des sommes, par exemple les frais de traduction. En matière d'arbitrage, ça aussi peut-être, on vous l'a dit dans le cours de droit de l'arbitrage, c'est assez fréquent que, au titre des sanctions procédurales, les parties soient condamnées à payer certaines sommes si elles ont tardé à remettre des écritures, si elles ont déposé leur requête dans une langue qui n'était pas la langue choisie. Et cela permet en fait de limiter les exceptions procédurales et donc de ne pas trop retarder le procès. Finalement, on tape au portefeuille et cela encourage les parties à respecter la convention et les règlements de procédure. Tout en limitant les exceptions procédurales et donc la perte de temps qui en résulte. C'est quelque chose qui en pratique est assez fréquent. Au stade des échanges avec l'institution d'arbitrage, il existe parfois des distinctions assez peu claires, il faut le dire, entre la langue de la procédure et la langue des échanges avec l'institution. Parfois, il y a des distinctions entre la langue de la procédure et la langue des échanges avec l'institution d'arbitrage. Il peut arriver que ce ne soit pas la même langue, et ça, c'est source de confusion. Par exemple, l'article 5 du règlement sur le Centre d'arbitrage international de Vienne, l'article 5 du règlement du Centre d'arbitrage international de Vienne, prévoit que toutes les correspondances adressées par les parties au conseil de direction et au secrétariat sont rédigées en allemand ou en anglais. Mais cela n'impose pas l'allemand ou l'anglais comme langue de l'arbitrage. Donc parfois on a des distinctions entre la langue de l'arbitrage et la langue des échanges avec l'institution d'arbitrage.
il peut en résulter des confusions. Alors évidemment, si c'est l'anglais pour la procédure et pour échanger avec l'institution, ça va bien. Mais si la langue de l'arbitrage est une autre langue que celle des échanges avec l'institution, ça peut être source de confusion ou de complexité. Au stade des écritures et des échanges de pièces, qui est évidemment le plus important, c'est encore une fois la langue de l'arbitrage qui s'applique. Dans les procédures bilingues, on passe par des traductions. Quand les pièces sont rédigées dans une langue autre que la langue de l'arbitrage, là aussi, ces pièces-là doivent être traduites, sauf si toutes les parties et tous les arbitres maîtrisent la langue en question. Le tribunal arbitral peut ordonner la traduction des pièces. C'est par exemple le cas dans le règlement CNUTSI, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. CNUTSI, CNUDC, Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. L'article 19 du règlement CNUTSI prévoit que le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes aux mémoires en demande ou en défense et toutes les pièces complémentaires produites dans la procédure, remises en langue originale, je résume le texte, soient accompagnées d'une traduction dans la langue choisie par les parties ou fixée par le tribunal. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes aux mémoires en demande ou en défense et toutes les pièces de la procédure remises dans leur langue originale autre que la langue de l'arbitrage soient traduites dans la langue de l'arbitrage. Donc ça, c'est une prérogative qui est reconnue au tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut ordonner la traduction. Le tribunal arbitral doit évidemment être vigilant sur l'utilisation de la langue dans les échanges, les écritures, puisque c'est dès ce moment-là que des difficultés peuvent se poser du point de vue du respect du contradictoire, du point de vue du respect de l'égalité des armes. Par exemple, dans un arrêt de première chambre civile, du 18 mars 2015, numéro 13 22 391, « 18 mars 2015, numéro 13 22 391, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait eu violation du contradictoire par un tribunal arbitral parce que le président du tribunal arbitral avait traduit lui-même partiellement certaines pièces et avait fondé sa décision dessus, sans mettre les parties en mesure de discuter des pièces traduites ou de la traduction elle-même. Civile première, 18 mars 2015, numéro 13 22 391, en présence de pièces rédigées dans une langue étrangère autre que la langue de l'arbitrage. Le président du tribunal arbitral avait traduit lui-même les pièces et s'était fondé sur les pièces traduites pour statuer. Pour la Cour de cassation, il y a eu violation du contradictoire. Donc là, la procédure, c'est un recours en annulation contre la sentence devant ici la Cour d'appel de Paris, et puis peut-être ensuite derrière un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel. Pour la Cour de cassation, le tribunal arbitral avait transgressé le principe du contradictoire. Le président n'aurait pas dû traduire lui-même les pièces et au moins il aurait dû mettre les parties en mesure de les discuter. Alors pour bien comprendre, est-ce que la question c'est, comme les arbitres ont pas mal de latitude pour déterminer la langue de l'arbitrage, on ne peut pas leur reprocher d'utiliser leur langue pour comprendre certains éléments de procédure, c'est ça? C'est ça, en fait,
vu qu'on détermine la langue et que cette langue permet aussi de déterminer les arbitres, Oui, je comprends. est-ce que c'est pas impossible? Oui, je comprends. En fait, on choisit les arbitres en fonction, on choisit la langue, et ensuite on ne peut pas reprocher aux arbitres de parler leur langue, qui finalement est la langue de l'arbitrage. Oui, je comprends. En fait, ce que reproche la Cour de cassation au tribunal arbitral ici, c'est de ne pas avoir mis les parties en mesure de discuter la traduction effectuée. Alors après, oui, là, le président du tribunal arbitral avait traduit lui-même les documents, mais c'est vrai que comme on a une continuité entre la langue de l'arbitrage, la langue des arbitres, la langue du contrat, la langue des pièces, il est fréquent que ce soit toujours la même langue que l'on retrouve, ou en tout cas une langue maîtrisée par tout le monde. Donc c'est vrai que peut-être on peut nuancer la décision en disant que la compréhension personnelle que l'arbitre a d'un document parce qu'il parle la langue du document n'est pas forcément en cause, mais c'est la compréhension de la traduction par toutes les parties. Et là, c'est parce que le contradictoire n'avait pas été respecté, parce que toutes les parties n'avaient pas été mises en mesure de discuter la traduction faite, que la cassation est intervenue. Et on retombe un peu sur ce qui était demandé tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir contestation quand la traduction est authentique ou officielle, faite par un traducteur habilité? Non. En revanche, quand c'est une traduction quand c'est une traduction libre, ou quand c'est une traduction faite par, ici spontanément, le tribunal arbitral, il peut y avoir contestation parce qu'on peut questionner la manière dont la traduction a été réalisée. Donc que ce soit d'ailleurs fait par les parties ou par le tribunal arbitral lui-même. Donc là, c'est la violation du contradictoire qui était en cause, et l'irrespect du contradictoire, c'est une cause d'annulation d'une sentence arbitraire. Comme d'ailleurs devant la Cour européenne des droits de l'homme, on l'avait dit tout à l'heure, pour la Cour d'appel de Paris, le principe du contradictoire est respecté dès lors qu'une partie dispose d'un délai suffisant pour préparer sa défense, même si elle ne parle pas la langue de l'arbitrage. Donc sur la question du respect du contradictoire et de l'égalité des armes, dans le cadre du procès arbitral, à la lumière de la question de la langue, on voit là aussi que la jurisprudence française se montre, on va dire, partisante de la voie du juste milieu. Si une partie dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense, même si elle ne parle pas la langue de l'arbitrage, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'y avait pas de violation du contradictoire ou de l'égalité des armes. Donc pas d'annulation de la sentence arbitrale de ce fait-là. C'est pas parce qu'une partie ne parle pas la langue de l'arbitrage que cela va occasionner une violation du contradictoire. Et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, la jurisprudence logique Koch-Belkacem. Finalement, même dans l'arbitrage, une partie peut être un petit peu spectatrice de son procès, tant que son avocat parle la langue de l'arbitrage et qu'elle a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense. Et puis, ce qui compte finalement, c'est que les parties soient mises en mesure de discuter les actes et la traduction qui peut en être faite. Donc ça, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 juin 2017. Donc on voit que la question de la langue, elle se répercute à tous les stades, au stade de la requête, au stade des échanges avec l'institution, au stade des écritures et des échanges de pièces, et c'est là où le problème du contradictoire commence à se poser. Au stade de l'audience, évidemment aussi, la langue de l'arbitrage trouve sa place. À ce moment-là, évidemment, la langue de l'arbitrage a été déterminée. Le tribunal arbitral doit mener les débats et communiquer ses décisions dans cette langue-là. Des aménagements sont possibles, encore une fois, si jamais un conseil, un témoin, un expert, une partie ne parle pas la langue de l'arbitrage, c'est par l'intermédiaire d'un interprète ou par l'intermédiaire de traduction qu'elle pourra s'exprimer ou comprendre les pièces. Que se passe-t-il si jamais un arbitre ne maîtrise pas suffisamment la langue de l'arbitrage? C'était la simulation de cas que j'avais proposée. D'ailleurs, j'aurais pu peut-être vous l'apporter, on aurait pu travailler dessus, même sans faire de présentation. Que se passe-t-il, mais bon, je peux vous soumettre l'affaire, que se passe-t-il, oui, si on a un arbitre qui ne parle pas suffisamment la langue de l'arbitrage? Comment est-ce que cela peut se traduire techniquement? Quel type de sanctions, de conséquences procédurales on peut imaginer? Oui. Je suis pas sûr, potentiellement une récusation. Oui,
effectivement, si jamais un arbitre ne maîtrise pas la langue de l'arbitrage, on peut demander sa récusation, on peut demander à ce qu'il soit remplacé. Attention, cette demande-là doit être faite en temps utile, parce que si la demande de révocation de l'arbitrage n'est pas faite à temps, on va y revenir, elle ne sera pas possible ensuite. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple une annulation de la sentence arbitrale parce que l'un des arbitres ne parle pas suffisamment la langue de l'arbitrage? Oui. J'imagine que oui, pour violation de la mission, parce qu'il ne serait pas capable de donner une vraie sentence. Oui, c'est ça. On peut imaginer une annulation de la sentence arbitrale pour irrespect par l'arbitre de sa mission. Et ça, c'est une clause d'annulation sur le fondement de l'article 1520. Et aussi pour violation du contradictoire ou violation de l'ordre public international, étant donné que le droit à un procès équitable fait partie de l'ordre public international. Donc remettons tout ça dans l'ordre. On a donné les principales conséquences procédurales. Si jamais un arbitre ne maîtrise pas suffisamment la langue de l'arbitrage, on peut demander à ce qu'il soit remplacé parce que empêché d'accomplir sa mission. C'est ce qu'a jugé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 26 février 2013. C'est le même arrêt que je vous ai cité tout à l'heure d'ailleurs, concernant la qualification des décisions sur la langue. Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, si un arbitre ne maîtrise pas suffisamment la langue de l'arbitrage, une partie ou toutes les parties peuvent demander à ce qu'il soit remplacé pour empêchement. Dans ce cas-là, l'arbitre est empêché d'accomplir sa mission. Cette situation d'empêchement, elle est envisagée à l'article 1457 du Code de procédure civile. C'est un texte d'arbitrage interne, mais qui est aussi applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506. Ce texte énonce qu'en cas de différend, la situation est réglée par l'institution d'arbitrage ou par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement. Donc l'empêchement, c'est la situation où l'arbitre est empêché de réaliser sa mission, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons d'indisponibilité, soit pour des raisons de langue. Et dans ce cas-là, l'institution d'arbitrage ou le juge d'appui peuvent être saisis et le remplacement de l'arbitre peut être sollicité. C'est un cas de difficulté relative à la constitution des tribunaux. La révocation, ce qu'on disait il y a un instant, la révocation de l'arbitre peut aussi être envisagée. Dans ce cas-là, il faut le consentement unanime de toutes les parties pour révoquer l'arbitre. C'est l'article 1458 du Code de procédure civile qui l'indique. Et ce texte d'arbitrage interne est aussi applicable à l'arbitrage international. Si jamais toutes les parties ne sont pas d'accord pour révoquer un arbitre, comme d'habitude, la difficulté est réglée par l'institution d'arbitrage ou par le juge d'appui dans le mois qui suit la révélation de la découverte du fait litigieux, ou dans le mois qui suit la révélation du fait que l'arbitre ne parle pas la langue de l'arbitrage. Et si jamais cet arbitre a quand même réussi à se maintenir dans le tribunal arbitral et a quand même réussi à rendre une sentence avec ses compères, dans ce cas-là, eh bien oui, c'est l'annulation de la sentence qui peut être envisagée, on l'a dit, pour irrespect de la mission, pour violation de l'ordre public international ou pour violation du contradictoire. On a un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 avril 2013 en ce sens. Cour d'appel de Paris 2 avril 2013, c'est une affaire Bloc-PAC, VLW, PAC, PACK. Dans l'affaire, et la simulation de cas que j'avais imaginée est un peu calquée sur cette affaire, une sentence a été annulée partiellement parce qu'une partie de la procédure s'était déroulée en allemand, alors que la langue de l'arbitrage était censée être le français. De plus, les parties n'avaient jamais acquiescé à l'utilisation de l'allemand. L'une des parties et l'un des arbitres ne parlaient eux-mêmes pas allemand. Thomas Gla écrit sur cet arrêt, selon lui, si un litigant n'est effectivement pas en mesure de comprendre ce qu'invoque l'autre, il n'y a pas de discussion possible et encore moins de contradiction, et donc pas de respect du principe du même mot. Donc on voit que certes une partie peut se retrouver spectatrice de son propre procès dans la mesure où la jurisprudence admet que l'interprétariat, la traduction, pallie le fait qu'on ne parle pas la langue de l'arbitrage. Mais si c'est du grand n'importe quoi, si la langue de l'arbitrage n'est pas respectée, que la moitié de la procédure se passe dans une autre langue,
que l'un des arbitres et l'une des parties ne comprennent pas, là, il n'y a plus de compréhension possible. Et donc, le contradictoire suppose un minimum de compréhension. Certes, la compréhension absolue, parfois, n'est pas atteignable quand il n'y a pas de langue commune, et donc on doit passer par des médiums, interprétation, traduction, on l'a dit. Mais quand l'utilisation des langues relève d'une situation babélienne, dans ce cas-là, voilà, plus de procès équitable, plus de contradictions possibles, et donc là, la sentence devient étendue. Donc ça, c'est un arrêt intéressant. On voit que quand la question de la langue est portée à un point de non-retour, hein, qu'on a une langue désignée pour l'arbitrage, une autre langue utilisée dans la procédure, un arbitre, une partie qui ne parle même pas cette langue-là, là, on est typiquement dans une situation de contradictoire n'est pas respectée, d'annulation possible. Cour d'appel de Paris, 2 avril 2013. S'agissant de la révocation, si une partie n'a pas exercé son droit de demander la révocation d'un arbitre utile, cela peut entraîner le rejet de la demande en annulation. Donc il est possible d'envisager l'annulation de la sentence si on a une confusion sur la question de la langue. En revanche, si une partie pouvait demander la révocation et ne l'a pas fait, il peut lui être reproché, au stade de la demande en annulation, de ne pas l'avoir fait, et dans ce cas-là, ça peut entraîner le rejet de la demande en annulation. On a des décisions un petit peu anciennes là-dessus qui concernent plus des problèmes de défaut d'indépendance et d'impartialité. Donc il faudrait voir si c'est transposable à la violation du contradictoire à cause de l'irrespect de la langue de l'arbitrage. On a un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juillet 1994, un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 14 novembre 1996. Comme une partie n'avait pas demandé la révocation de l'arbitre en utile, son recours en annulation a été rejeté. Il aurait été possible en fait d'éviter la cause de nullité en obtenant le départ de l'arbitre. Et donc comme la demande n'a pas été faite en temps utile, là la demande d'annulation a été rejetée. On peut se poser la question quand même de savoir si cette jurisprudence-là est toujours d'actualité, vu l'ampleur qu'ont pris les droits du procès équitable en général et aussi dans l'arbitrage. Je ne suis pas sûre que ces décisions des années 90 c'est toujours appliqué dans leur solution aujourd'hui, en tout cas dans l'hypothèse qu'on étudie, du point de vue notamment de l'affaire Blopac. Mais c'est quand même une possibilité envisagée. Quand la demande de récusation, quand la demande de révocation n'est pas faite en temps utile, cela peut entraîner le rejet de la demande en annulation. Au stade du délibéré, si on continue à suivre les différentes étapes du procès arbitral, au stade du délibéré, les arbitres peuvent délibérer dans la langue de leur choix. Là, pour le coup, on ne leur impose pas une langue si jamais ils se comprennent une ou une autre. Les arbitres, dans leur rapport entre eux, ne sont pas tenus par la langue de l'arbitrage. Alors, il y a évidemment des questions d'exclure un arbitre du délibéré si jamais la seule langue commune, c'est la langue de l'arbitrage, c'est cette langue-là qui sera posée. Mais si les arbitres se comprennent bien dans une autre langue, ils peuvent délibérer dans cette langue-là. Au stade de la sentence est rendue également dans la langue de l'arbitrage. Et au stade du recours, là, on bascule, puisque c'est la loi de la juridiction saisie qui s'applique. Donc là aussi, on va avoir un phénomène de passage d'une langue dans un autre. Et c'est ce qu'on voyait en toute évidence avec les articles 1515 et 1517 du CPC sur la reconnaissance et l'exécution des sentences en matière d'arbitrage international. Si on a un recours contre la sentence, le recours va se faire dans la langue de la juridiction. Donc si c'est une juridiction française qui est saisie, parce que l'arbitrage s'est passé en France, ou parce que la décision doit être exécutée en France, le français sera la langue du recours contre la sentence. Là, on retombe sur Villers Cotterêts, l'article 2 de la Constitution, le décret du 2 Thermidor en 2. On retombe sur nos textes canoniques. Alors des nuances existent, puisque la Cour de cassation a accepté que des juges se fondent sur des éléments de preuve en langue étrangère non traduite. C'était le cas dans un arrêt de première chambre civile du 22 septembre 2016. Civile première, 22 septembre 2016.
numéro 15, 21, 176. Donc là, quand même, la Cour de cassation est plus souple. Dès lors qu'on est en matière d'arbitrage, la Cour de cassation a accepté que les juges du recours se fondent sur des éléments de preuve établis en langue étrangère et non traduits dans la mesure où ils en avaient une connaissance personnelle. Mais on a vu aussi déjà que la Cour de cassation ou le Conseil d'État avait admis que la traduction n'est pas obligatoire si le juge connaît la langue des actes et que les parties peuvent en débattre contradictoirement. Et puis, ça c'est le lien avec le deuxième aspect du thème. Si jamais le recours arrive devant une chambre commerciale internationale, là, l'anglais peut être la langue du recours. Et comme maintenant les recours contre les sentences arbitrales relèvent de la Cour d'appel de Paris, et que devant la Cour d'appel de Paris, on a la Chambre commerciale internationale, il est tout à fait envisageable que les recours se fassent en anglais. En principe, le recours se fait devant la juridiction, dans la langue de la juridiction, mais comme désormais en France, les recours en annulation contre les sentences arbitrales relèvent de la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris, et qu'à la Cour d'appel de Paris, il y a la Chambre commerciale internationale avec l'anglais possible comme langue de la procédure, eh bien, la langue du recours peut être l'anglais, devant la Chambre commerciale internationale de la Cour d'appel. Et au stade de l'exécution, enfin, la sentence doit être traduite dans la langue du pays où l'exécution est sollicitée. C'est prévu par exemple dans la Convention de New York. C'est prévu dans la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Au stade de l'exécution, la sentence doit être traduite dans la langue du pays où l'exécution est sollicitée. C'est ce que prévoit la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, c'est l'article 4. Et en droit français, on retrouve cette exigence à l'article 1515 du CPC constituant les exécutions. À noter pour finir sur l'arbitrage que comme l'arbitrage est autonome par rapport aux ordres juridiques, vous savez, ça c'est une antenne des décisions rendues en matière d'arbitrage. L'arbitrage correspond à un ordre juridique autonome distinct des ordres juridiques nationaux, d'où par exemple la possibilité d'appliquer au fond des règles qui seraient contraires à l'ordre public de l'État concerné. On a une autonomie de l'arbitrage par rapport aux ordres juridiques nationaux. Donc comme l'arbitrage est autonome, correspond à un ordre juridique autonome par rapport aux ordres juridiques nationaux, on pourrait envisager pour l'arbitrage l'utilisation d'une langue régionale dans un arbitrage purement interne. On a dit tout à l'heure que la question de la langue, elle se pose principalement en arbitrage international, mais on pourrait imaginer dans un pays où il y a des langues régionales avec une présence forte, ou des langues régionales qui auraient vocation à s'appliquer du fait de la particularité du litige, une application de la langue régionale, quand bien même c'est contraire à l'ordre public. Puisqu'il est d'ordre public que le français soit utilisé pour rédiger les actes d'administration et les actes judiciaires en France. Et on peut imaginer, du fait de l'autonomie de l'arbitrage par rapport aux ordres juridiques nationaux, qu'on ait un arbitrage dans une langue régionale. Et ça, c'est une question qui se pose un peu en théorie en France, mais qui se pose réellement en Belgique, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, où on a des arbitrages qui sont réalisés en flamand. Donc ça, c'est une possibilité, étant donné que l'arbitrage correspond à un ordre juridique autonome distinct des ordres juridiques nationaux. Ce qui permet donc d'écarter l'application de certaines règles d'ordre public qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans cet ordre juridique autonome qu'est l'arbitrage. Pourquoi pas avoir un arbitrage dans une langue régionale en France, quand bien même le français est la langue du procès, et cela c'est une règle d'ordre public. Pause. C'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir un peu traîné sur la compétence. Du coup, je voulais bien clôturer la question de la langue aujourd'hui.
compte tenu. Très haut. Hein Très très haut. C'est vraiment, en fait, j'ai trouvé une technique pour pas